Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci Michel et merci aux organisateurs et à la LDH pour cette proposition d'intervention. Je voulais me mettre le temps. Donc moi je vais vous proposer de revenir et de comprendre sur finalement ce que l'évolution du droit du travail ces 10 dernières années, voire 15 dernières années, a fait aux relations de travail et d'emploi, au travail, aux inégalités entre salariés. Pour résumer, et je vais développer un petit peu avec des constats qu'on a pu faire avec d'autres collègues, c'est que les réformes qui ont été mises en place ont participé à affaiblir le pouvoir de négociation des travailleurs et du coup le rapport de force qui est forcément construit dans les entreprises entre les salariés, leurs représentants et les employeurs. Avec un risque in fine pour le travail et les travailleurs, c'est un désengagement des salariés dans leur travail, un désinvestissement et un développement, des inégalités entre les salariés. Alors je vais revenir en quelques minutes sur justement ces réformes du droit du travail qui ont eu lieu ces dernières années pour bien comprendre ensuite mon propos et du coup quelles conséquences il y a pu avoir sur les relations de travail. Donc, même si forcément vous connaissez tous les dernières réformes, notamment loi travail en 2016 et ordonnance travail en 2017, mais ces mouvements, on va dire, de réforme du droit du travail ont commencé en réalité dans les années 2000. Et sur le côté, donc on a deux types de réformes du droit du travail. Des premières sur ce qu'on appelle les relations individuelles de travail, donc tout ce qui va toucher à la rupture des contrats, à la mobilité dans les entreprises, et un second qui est plus sur les relations collectives de travail, qui touche aux représentations des salariés dans les entreprises, aux syndicats, aux négociations, etc. Donc je vais revenir très rapidement en quelques minutes sur les réformes qui ont eu lieu pour ensuite... Donc, sur les relations individuelles de travail, on peut revenir même depuis la création de la rupture conventionnelle en 2008. L'objectif des législateurs, des différents gouvernements, c'était de faciliter la rupture du contrat de travail et notamment du CDI, c'est-à-dire des salariés vraiment au cœur, ce qu'on appelle en économie les insiders. Avec, pourquoi faciliter cette rupture de contrat de travail? En diminuant le coût du licenciement, en facilitant les procédures et également en diminuant finalement les possibilités de recourir au prud'homme si, du coup, il y a un conflit sur le travail ou après la rupture du travail. Alors, je suis économiste, donc forcément, je pars des arguments économiques, mais toutes ces réformes ont été soutenues par un certain nombre d'économistes avec l'argument que, en fait, le simple fait que le licenciement puisse être contesté par la suite, éventuellement par un salarié, donc au prud'homme principalement, peut créer une incertitude pour l'employeur qui va du coup le freiner dans ses embauches, et notamment ses embauches en CDI. Donc il y a eu tout un discours qui a amené à ce qu'on essaye de faciliter la rupture du CDI, le licenciement, pour créer de l'emploi, avec toujours cet argument de créer de l'emploi. On a donc recherché qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit l'accès au juge des prud'hommes, donc le salarié n'a plus qu'1 an pour contester la rupture de son contrat. On a encadré l'activité du juge par notamment d'abord un barème indicatif, puis un barème obligatoire, c'est le fameux barème Macron, donc qui encadre les dommages et intérêts qui peuvent être octroyés au juge en cas de licenciement prouvé comme abusif ou injustifié. Et on a facilité les procédures de licenciement, donc avec la loi travail, on a encadré, on a les justifications du motif économique du licenciement, on a facilité les procédures de licenciement avec les ordonnances 2017. Donc ça, c'est côté rupture, relations individuelles des réformes du droit du travail. Côté relations collectives, depuis, depuis le milieu des années 2000, dans les entreprises, ce qu'on a cherché à faire, c'est, alors même qu'on avait un affaiblissement, une moindre présence des syndicats dans l'entreprise, on a de plus en plus décentralisé la négociation collective au niveau de l'entreprise.
on a donné plus de pouvoir aux négociations dans les entreprises plutôt que dans les branches, le niveau supérieur, ou même dans la loi. Avec également des possibilités données à des représentants non syndiqués, donc aux élus du personnel et également aux salariés, de négocier avec le patron. Et puis il y a eu une réforme donc, avec le CSE, une réforme des instances, des créations de nouveaux accords de performance collective, de rupture conventionnelle collective, etc. Donc on a fait beaucoup de choses sur le droit du travail ces dernières années, et donc mon propos maintenant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça a provoqué dans les entreprises. Donc je parle à partir en gros de mes propres recherches. D'un côté, j'ai participé à l'évaluation des ordonnances travail et donc le volet licenciement, dont le barème Macron, avec des juristes, des collègues juristes. Et de l'autre côté, avec des collègues plutôt sociologues et politistes, j'ai participé à une recherche collective qui visait à analyser les pratiques de dialogue social, de négociation dans les entreprises. Donc premièrement, si je reviens un petit peu sur les réformes du licenciement et ce barème Macron, qu'est-ce qu'on a montré dans nos recherches? Donc premièrement, ce qu'on voit depuis 2015 sur le marché du travail, comme on aime l'appeler chez les économistes, c'est une augmentation de la rotation de la main-d'œuvre en CDI. Donc souvent, on sait, quand on est en CDD, on va enchaîner les CDD, les ruptures, etc. En fait, ce qui se passe depuis quelques années, c'est également ça, mais du côté des CDI. On n'est plus dans l'image de la personne qui a un CDI qui va rester 15-20 ans dans l'entreprise. Bien évidemment, ça existe encore, mais aujourd'hui, on a un gros turnover, on appelle ça, de CDI. Donc plus de sorties, mais aussi plus d'entrées, parce que ça peut s'alimenter. Donc effectivement, on voit plus d'embauches de CDI ces dernières années. En économie, on dit que le marché du travail s'est fluidifié, c'est plus fluide, et on lui prête plutôt des choses positives. Alors, si on regarde un peu plus précisément, ces sorties de CDI, pourquoi les personnes quittent leur emploi ou ils sont licenciés, c'est d'abord effectivement des démissions. C'est la première façon de sortir un CDI. Et également, depuis 2015, ce qu'on a vu, c'est une forte hausse des fins de période d'essai. Donc, je reviens sur le fait, voilà, le CDI, c'est contrat à durée indéterminée, c'est pour notamment, normalement, une relation d'emploi de longue durée. Aujourd'hui, on a les fins de période d'essai qui représentent un très grand nombre de sorties de CDI. Et puis après, il y a eu également des licenciements. Et dans les licenciements, ce qu'on a vu comme augmentation, c'est les licenciements pour fautes graves, dont une partie, on a du mal à les estimer, mais on va dire c'est peut-être la moitié, un peu moins de la moitié, sont des abandons de poste, dont on a beaucoup parlé cette dernière année, ça a conduit une réforme de l'assurance chômage. Alors, est-ce que c'est bien cette forte rotation de la main-d'œuvre? Donc, pour certains économistes, oui, ça permet de fluidifier, les employeurs vont embaucher davantage. Le risque qu'il peut y avoir, c'est d'une part, ça alimente des difficultés de recrutement. C'est une des causes des difficultés de recrutement dans certains secteurs, cette intensité de la rotation. Ça augmente la vacance des emplois. Là aussi, c'est un thème dans le travail dont on parle souvent dans les discours des politiques. Il y a plein d'emplois vacants, je ne comprends pas, il y a plein de chômeurs. Bah oui, c'est normal, il faut du temps pour chercher un salarié, pour qu'un salarié trouve un emploi, etc. Et donc, y compris pour l'employeur, en fait, le risque, c'est aussi qu'il va moins chercher, justement, peut-être à bien recruter. Donc, à passer du temps dans cette phase de chercher le bon salarié qui va convenir, en tout cas, à l'emploi, puisque de toute façon, il est facile de rompre le contrat par un licenciement, par une fin de période d'essai, etc. Donc, ça a des effets pervers. Alors, sur le barème Macron, plus précisément, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé ces dernières années. Avec un collègue juriste, on a analysé des arrêts de cour d'appel, et donc en comparant les montants d'indemnités, de dommages et intérêts octroyés par les juges en cas de licenciement injustifié ou abusif, avant et après application du barème. Et ce qu'on a montré en quelques mots, bien évidemment, c'est que ces indemnités, ces montants de dommages et intérêts, se sont largement resserrés avec la mise en place du barème,
Donc, ce qui est assez tautologique, puisque à partir du moment où on met un plancher et un plafond, forcément, du coup, ça diminue la variabilité, ça resserre. Ça a également, en moyenne, légèrement fait diminuer le montant moyen. Mais surtout, ce qu'on a montré, c'est que ce n'était pas homogène entre toutes les catégories de salariés. Les salariés qui ont été le plus touchés par cette baisse des indemnités octroyées, c'est les salariés ayant le moins d'ancienneté, donc ceux qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté en particulier. Et également, du coup, les salariés également les moins bien rémunérés, puisque l'indemnité est donnée en mois de salaire. Donc forcément, si vous êtes un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, qui se fait licencier pour le salarié de façon abusive, qui fait la démarche de contester au prud'homme, ce qui n'est déjà pas simple, il faut le faire, il faut prendre un avocat, souvent c'est coûteux. En réalité, il sait qu'au maximum, il va avoir le droit à 2 ou 3 mois de salaire, 3 mois de salaire par année, voilà, 3 mois de salaire, on va dire. C'est assez faible. Donc, ce qu'on pointe, c'est un risque, en fait, d'un moindre intérêt à agir, un moindre intérêt, en tout cas financier, bien évidemment. Il peut y avoir un intérêt psychologique, mais un moindre intérêt financier à agir au prud'homme pour notamment des salariés qui ont peu d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont un salaire plutôt faible, donc, par extension, des salariés plutôt jeunes, plutôt peu qualifiés, et de l'autre côté, des salariés qui sont plutôt qualifiés, diplômés, des cadres, des salariés âgés également, seniors, comme on dit dans les entreprises, eux vont continuer à éventuellement agir au prud'homme. Donc ça pose question sur, Michel parlait en introduction de justice sociale. Ne pas pouvoir demander justice et donc réparation du préjudice subi qu'on a eu dans la relation de travail après la relation de travail pose énormément de questions et crée de fortes inégalités. On n'incite plus les travailleurs à, en tout cas, demander cette justice sociale et demander cette réparation du préjudice subi. Alors, du coup, là, on ne l'incite plus après la relation d'emploi, et une fois que celle-ci est terminée, on ne l'incite plus à demander justice. Est-ce que, du coup, au moment de l'entreprise, au moment de la relation de travail, est-ce que le salarié peut encore s'exprimer dans l'entreprise, négocier des choses? C'est là, du coup, deuxième partie du travail que j'ai effectué et dont je voulais revenir pour vous donner quelques résultats. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire dans cette deuxième recherche collective, c'est essayer de comprendre donc, comment dans les entreprises, aujourd'hui, les salariés, leurs représentants, les élus, mais aussi les délégués syndicaux, arrivent à négocier des compromis, ce qu'on appelle des compromis, c'est-à-dire à essayer de négocier des choses plutôt avantageuses, on va dire, pour les salariés concernant leur rémunération ou leurs conditions de travail. Et la façon d'étudier ça, on a créé une typologie de contexte d'entreprise, des idéotypes d'entreprise, pour comprendre, selon ces contextes d'entreprise, comment se structurer les rapports de force au travail, les formes de dialogue social, et donc est-ce que les salariés arrivaient à négocier des compromis, des contreparties. On a montré en fait des situations assez inégales. Par exemple, dans certains contextes d'entreprise, si je prends un salarié qui est dans une petite entreprise où il y a une relation effectivement de proximité avec le patron, mais en même temps qui est assez contrôlé par le patron contrôle directement son travail, donc le salarié a peu d'autonomie, c'est des salariés plutôt peu qualifiés. Dans quelle mesure il va pouvoir négocier des choses, des accords formels ou informels, dans une relation très individualisée, très personnalisée avec le patron, et dans lesquelles c'est ce type d'entreprise, petite entreprise on va dire, où les syndicats sont peu présents. Donc ce qu'on a montré, c'est certains salariés vont arriver à négocier des choses. Qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire? C'est plutôt des petits arrangements. Donc si le patron considère en fait que le salarié
est loyal, fidèle à l'entreprise, répond bien à ses attentes, on va lui octroyer des petits arrangements sur la durée du travail, lui proposer éventuellement une promotion. Mais tout cela est de l'individu, du salarié au patron, et du coup, forcément, le rapport de force n'est pas très égal, puisque le salarié est toujours dans une relation de subordination avec l'employeur. Alors bien sûr, il y a des contextes où, et là c'est des contextes type, on va dire, start-up, cabinet de conseil, cabinet de recrutement, où là on a des salariés plus qualifiés, plus autonomes, eux ont un peu plus, y compris individuellement, de pouvoir de négociation avec l'employeur, donc va arriver de même surtout à négocier des arrangements. Alors dans ces entreprises, ils sont un petit peu plus représentés par des élus du personnel, puis c'est des entreprises qui sont plus grandes, donc l'appui des élus du personnel va permettre également des négociations, des accords, mais ces négociations, ces accords vont être, bon, on est toujours quand même dans un rapport de force assez déséquilibré, les syndicats étant peu présents, les employeurs pouvant jouer là-dessus, et puis utiliser aussi en fait les représentants du personnel comme un peu bon et comme ils veulent. Les négociations, les accords qui sont obtenus restent dans des politiques managériales très individualistes. Donc on va être plutôt sur l'accord de primes d'intéressement, participation, donc qui va renforcer en fait cette relation individualiste et cette recherche de rentabilité et de concurrence entre salariés. Donc là aussi un contexte où finalement il est difficile quand même pour les salariés d'essayer de négocier des choses en tout cas un peu plus formelles. Et c'est dans ce type d'entreprise, pour faire le lien avec la première partie de mon travail, où les salariés vont aussi réussir à négocier finalement leur départ de l'entreprise lorsqu'ils sont satisfaits via des ruptures conventionnelles ou des transactions. Je ne sais pas où j'en suis. Oui. Alors ça, c'est des contextes d'entreprise où, vous l'avez compris, où les syndicats ne sont pas vraiment présents. Alors qu'est-ce qui se passe dans les organisations, dans les contextes d'entreprise où les syndicats sont un petit peu plus présents? Est-ce qu'ils arrivent encore à négocier des choses, des compromis favorables aux salariés? Ce qu'on a distingué, on a étudié, nous, un secteur un peu précis qui est assez d'actualité, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais qui a été d'actualité avec la crise du Covid. On est allé dans des organisations du secteur sanitaire et social, donc ces entreprises ou associations, par exemple d'aide à domicile, où il y a des conditions de travail difficiles, où il y a un fort turnover, parce que les employeurs utilisent beaucoup de CDD, mais aussi parce que justement du fait de ces conditions de travail difficiles, il y a beaucoup d'arrêts maladie, éventuellement de l'absentéisme, et donc qui renforce ce turnover. Dans ces types d'organisations, si les salariés sont davantage représentés par des élus ou par des délégués syndicaux, le rapport de force reste très contraint. La possibilité, on va dire, de négociation de la part des syndicats ou des élus du personnel reste très contraint. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un secteur sanitaire et social où, même si l'État s'est désinvesti, en fait, reste très présent par des subventions publiques, par donc les financements, mais également par les réglementations qu'ils imposent aux entreprises. Et donc, on a aussi des directions en face, je parle beaucoup des salariés, mais les directions peuvent elles-mêmes être très contraintes et avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et dans ces organisations, typiquement, effectivement, ils sont très contraints par ces subventions publiques, par donc les politiques étatiques, ce qui fait qu'on arrive à négocier très peu de choses dans les entreprises. Donc ça va être des primes. Donc nous, on a vu des primes chaussures. Donc on donne de l'argent pour que les soignants puissent s'acheter des chaussures assez confortables. Des remboursements de frais de transport. Voilà, c'est des petites choses. Donc là, ça reste compliqué. Alors, parlons quand même d'un contexte où les syndicats arrivent encore à faire quelques petites choses. On a étudié, on allait dans des entreprises du secteur de l'industrie, alors pas le secteur en restructuration avec des destructions d'emplois, mais un secteur industriel encore à la pointe, soit dans l'énergie, soit une industrie de pointe, où les syndicats sont très présents. Et là, on a montré qu'il y avait certaines victoires syndicales, parce que voilà, ces syndicats, d'une part, ont réussi à mobiliser les salariés,
face en fait à des politiques très inégalitaires en face de la part des directions. Et on a eu des syndicats qui ont réussi à être unis. C'est assez un élément, un facteur quand même encore important pour essayer de grignoter des avantages pour les salariés. Le problème là aussi, c'est que qu'est-ce qu'ils ont réussi à avoir comme avantage ? Plutôt que des politiques d'augmentation généralisée de salaire, on est resté dans ces politiques managériales individualistes de primes, primes d'intéressement, primes de participation. Donc on est... pourquoi ? Parce que ces entreprises, même si elles sont à la pointe, elles sont dynamiques sur ces dernières années, restent très contraintes par la direction du groupe qui est généralement cotée en bourse et donc par les marchés financiers, par les exigences des actionnaires qui contraint du coup ce que peuvent faire les directions dans les établissements. Je pense que je dois conclure. Donc tout ça pour dire que ça soit les réformes sur les relations individuelles du travail ou les réformes sur les relations collectives du travail, on a donné moins de possibilités donc de se faire entendre dans l'entreprise et on tend à éviter finalement les conflits du travail dans le monde, dans l'entreprise, mais aussi en dehors, puisque avec cette baisse en rendant compliqué l'accès au prud'homme. Et tout ça, le risque, même si c'est toujours difficile de le prouver, mais bon, les dernières évolutions là, le montrent quand même, le risque, c'est vraiment un moindre investissement dans la relation de travail des deux parties, hein, que ce soit, encore une fois, l'employeur pour fidéliser ses salariés, du coup pour les former ensuite, pour augmenter les compétences, etc., et pour un salarié de s'engager dans son travail, de s'impliquer dans l'organisation de son travail, d'échanger avec le travail dans ses difficultés. Alors à quoi ça aboutit ? On en a un peu parlé ces derniers mois. Il y a une perte de sens au travail, les salariés préfèrent démissionner pour aller voir ailleurs, ce qui est plutôt bien, pourquoi pas ? Ça veut dire peut-être qu'ils commencent à avoir un peu plus de rapport de force et en tout cas de rééquilibrer un peu ce rapport de force. Le problème, c'est que tous les salariés n'ont pas cette capacité à avoir des mobilités, et des bonnes mobilités, dans le sens des mobilités ascendantes. Et du coup, il faut que, effectivement, on redonne, on va dire, la protection pour ces salariés pour qu'ils puissent un petit peu rééquilibrer le rapport de force. Et je redis, hein, dans le contexte là, des organisations du secteur sanitaire et social, c'est quand même un exemple assez d'actualité assez criant parce qu'on a des personnes qui s'en vont, hein, qui quittent leur emploi parce qu'ils n'en peuvent plus, et en même temps on a du mal à négocier de meilleurs salaires et meilleures conditions de travail et de faire encore entendre aux employeurs que c'est peut-être un levier justement pour attirer cette meilleure main-d'œuvre et en tout cas la fidéliser. Voilà, du coup je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pris un peu plus de temps. Je vous remercie. Merci Camille.